Une personne blanche qui prend de la place, on va penser qu'elle est badass, qu'elle sait plein de choses. Une personne racisée qui prend de la place, elle va juste être en colère et dérangeante. Parlons culture. Oui, faire famille autrement, réinventer les codes de la famille, c'est forcément politique. Parlons queer. Et souvent, ce qui est mal pris par les gens, c'est qu'ils ont l'impression que si on n'est pas d'accord avec eux, on les réfute en tant qu'êtres. Produit par Tilt. Effectivement, une dimension de responsabilité collective qui est prise en charge, disons, à bras-le-corps en justice transformatrice. En fait, on a la charge de penser en permanence la question raciale, la charge dont les personnes blanches sont dispensées. Bonjour et bienvenue dans les studios de Canal Sud 92.2. Il est actuellement 10h et nous sommes en direct pour l'émission Parlons Culture, Parlons Queer. Donc c'est une émission mensuelle produite par l'association Tilt basée à Toulouse. Pendant 1h30, cette émission sera l'occasion de décortiquer l'actualité, questionner nos préjugés et aborder des sujets épineux souvent laissés de côté. On y parle de tous les sujets qui nous hérissent le poil ou qui nous font vibrer. Un espace pour inviter les personnes concernées et les professionnels travaillant dans ces domaines à s'exprimer. En bref, de l'actualité, des tabous, de l'humour, des invités, des chroniques et de la musique, animés avec douceur, radicalité et ressources. Pour l'émission d'aujourd'hui, on va parler des femmes trans, de leur représentation, de leur vécu, de leur résistance et de ce qu'elles construisent. Dans cette émission, certains sujets sensibles peuvent être abordés, comme la transphobie, la transmisogynie, l'homophobie, le sexisme, le suicide, les agressions ou les violences sexistes et sexuelles. Pour aborder ce sujet, on a la chance de recevoir Ouna et Jenna. Bonjour à vous. Bonjour. Salut. Comme d'habitude, à mes côtés, Jo pour co-animer cette émission et notre fidèle Claire à la régie qui est accompagnée aujourd'hui par Nadia et Nadia, les nouvelles recrues régie pour ce podcast. Avant de plonger dans le sujet, est-ce que vous pourriez vous présenter ? Salut, moi je m'appelle Ouna Deas, je suis écrivaine, photographe et j'espère un jour réalisatrice. J'ose pas encore le dire, mais j'espère. J'ai 35 ans et je vis à Toulouse. Et salut, moi c'est Jenna, j'ai 32 ans et j'habite dans un petit village du Tarn-et-Garonne et je suis aide-maraîchère en ce moment. Et je suis une meuf transvalide. Salut, moi c'est Jo, je fais partie de l'équipe de Tilt et je suis cofondateur de ce podcast. Je suis une personne blanche, valide et queer et mon travail porte sur l'accompagnement des conflits à travers la médiation et sur les préventions des violences sexistes et sexuelles et notamment dans le milieu festif. Merci. Je vais me présenter aussi. Moi, je suis Amy, cofondatrice de Tilt et de ce podcast. Je m'identifie comme une personne queer, afrodescendante et valide. Et je suis salariée et formatrice pour Tilt sur toutes les questions et enjeux liés à l'antiracisme à travers des ateliers, des formations, des conférences et ce podcast. Comme je disais en intro ce matin, on va parler de vous et de vos différents projets et comment est-ce qu'ils s'inscrivent dans une démarche de résistance face à la transmisogynie au niveau de la société, mais aussi dans les milieux queer. Est-ce que vous pourriez présenter vos différents travaux et projets ? Alors, moi j'ai commencé par écrire un livre, on ne dit pas j'ai commencé, mais j'ai écrit un livre qui s'appelle La Louve, qui est sorti il y a 3 ans aux éditions L'Harmattan. Là, j'en ai fini un deuxième qui s'appelle Le Troisième Monde et pour lequel je cherche un éditeur. Donc, c'est un éditeur qui passe par là, voilà. Et je me suis remise à la photo il y a, je dirais, une bonne année. J'ai toujours fait de la photo, mais là, je m'y suis remise. Et voilà, j'ai pris des argentiques un peu de ma vie et de mes amis queer et de moi. Aussi au passage parce que je pense qu'enfin j'arrivais à me trouver pas trop mal dans le miroir, donc je me suis dit bon on y retourne et puis j'aimais bien ma vie, j'aimais bien les gens avec qui j'étais, donc ça m'a donné envie d'immortaliser tout ça, tous ces visages queer et je pense que je peux le dire mais je suis pas sûre de pouvoir dire l'endroit où il y aura Tranny Season, donc ça sera ma première expo photo et vidéo. Le vernissage sera le 18 septembre. Voilà, c'est dans un lieu près de la gare, pour pas dévoiler totalement, mais voilà.
Et voilà, et du coup, il y aura une prog 100% meuf trans avec des performances, des DJ sets. Ça sera sur du coup 2 week-ends, plus le vernissage. Et voilà, une prog de tranny, un tranny movie. J'essaye aussi de faire un docu sur mes copines et mon expérience perso, ce qui m'a amené à faire cette expo. Une quête de représentation, aussi de lien avec d'autres meufs trans, ce qui n'est pas forcément facile, mais on va y revenir par la suite. Voilà. Merci, on a hâte de découvrir ça. Grave, on a trop hâte. Et moi, du coup, je suis à l'initiative, on a co-créé avec un copain, du coup, un espace rural en non-mixité trans, parce qu'on se rendait compte que vraiment, il y avait rien du tout et qu'il y avait trop besoin. Et du coup, de ça, ça date d'il y a genre 4 mois, c'est tout nouveau. Et voilà, et de ça est découlé forcément un espace en non-mixité transfemme, parce que c'est trop important et qu'on en a trop besoin en tant que meuf trans rurale où on est super seul et où on n'a pas trop de représentation justement et tout. Voilà, donc un peu pour se ressouder et voir quels sont nos trucs en commun, quoi. Et voilà, du coup, nous, on sera à la Pride de Najac le 13 juin. Et on peut nous écrire à rtt@riseup.net si jamais. Voilà, et du coup, c'est des personnes qui viennent de Tarn-et-Garonne, Lot, Aveyron. Voilà, un peu à la croisée de ces départements. Super, merci beaucoup. On mettra les infos en descriptif du podcast. Donc, comme d'hab, pour introduire un sujet, j'aime aller regarder l'histoire pour comprendre ce qui s'est passé et comment l'héritage de cette histoire nous impacte aujourd'hui. Récemment est sortie la traduction du livre de Jules Gill Peterson, Une brève histoire de la transmisogynie, pour une lecture anti-impérialiste de la transféminité aux éditions Shed Publishing. L'historienne Jules Gill Peterson analyse dans cet ouvrage les violences faites aux femmes trans en les inscrivant au cœur de l'histoire de la modernité et des systèmes coloniaux occidentaux, afin de prendre la mesure des violences transmisogynes à l'échelle mondiale, tout en explorant la diversité des modes de vie marginalisés, aujourd'hui regroupés sous l'étiquette trans. L'autrice nous entraîne de New York à la Nouvelle-Orléans, de l'Inde britannique au Brésil. Elle retrace 200 ans d'histoire à travers les portraits de femmes trans, tout en faisant le lien entre histoire coloniale et écrasement de la féminité trans. Il faut remonter un petit peu plus loin, au XVIIIe siècle, pour revenir au moment de la fabrication du genre. On écoute le sociologue Emmanuel Bobatti au plateau de l'émission « Les femmes trans sont des femmes » du podcast Camille. On a tendance à penser que la différence des sexes, c'est quelque chose de fondamental, de biologique, de naturel, qui a toujours été là. Mais en fait, ça n'est pas le cas. Et c'est peut-être ça qu'il faut répondre à cet argument-là. C'est-à-dire que cette différence des sexes qu'on croit intemporelle et biologique, en fait, elle n'existe vraiment que depuis le XVIIIe siècle. Et ce n'est qu'au XVIIIe siècle que la médecine et les sciences ont commencé à vraiment différencier les hommes et les femmes, à les considérer comme étant fondamentalement différents. Et c'est là que le modèle des deux sexes a vraiment commencé à se développer. Donc on peut dire que c'est une invention relativement récente, la différence des sexes. Elle est ce qu'on en a fait, c'est-à-dire que c'est une invention des personnes qui résulte notamment de cette structure de différenciation et de hiérarchisation entre les individus. Dans cette capsule sonore, on entend le sociologue Emmanuel Bobatti, spécialiste du genre et auteur d'une thèse sur les parcours d'hommes et de femmes trans en France. Déconstruire l'idée selon laquelle la différence des sexes serait naturelle, mais qu'en fait elle découle d'une construction sociale qui date du XVIIIe siècle. Il parle ici de différence de sexe car à l'époque le mot genre n'existait pas encore. Il est apparu dans les années 1950 et c'est dans les années 1970 que des théories féministes ont commencé à mettre en lumière que le genre est une construction sociale. Je me tourne vers vous. Quand est-ce que vous avez pris conscience que le genre est une construction sociale et qu'est-ce que ça vous a fait ? Est-ce que vous auriez aimé le savoir plus tôt ou est-ce que c'est arrivé au bon moment ? Moi, je pense que c'est à la fac.
Quand je suis arrivée à la fac, je suis partie moi je viens du Pas-de-Calais, donc je suis partie d'Arras. Et on arrivait dans une fac qui mélangeait des gens un peu de partout. Voilà, là je pense qu'il y a une conscience, enfin les gens avaient une conscience politique un peu plus aiguisée autour de moi, du coup j'ai commencé à entendre parler de ça, je pense. Même si en fait je pense qu'on en prend conscience quand même au fur et à mesure. Moi on mégenrait souvent ma sœur par exemple, alors je me disais ok, je comprends pas, enfin voilà, comment est le genre, comment les gens le perçoivent, comment ils s'en font une idée, enfin je trouve que c'était, déjà je pense que je me posais la question. Après bien sûr j'aurais aimé qu'on m'en parle beaucoup plus tôt. Voilà, on pourrait revenir sur le fait de devoir genrer les enfants. Enfin, je veux dire, je pense que c'est un débat très très large sur le fait de l'apprendre, mais sur le fait aussi de déconstruire son éducation en général. Voilà, mais je pense que le système patriarcal n'a pas aucun avantage à apprendre ça aux gens, à enseigner le fait qu'il y a que la différence des genres est construite, quoi. Ouais, je suis grave d'accord avec toi, Ouna, et genre aussi, je pense que c'est trop lié avec la structure de l'hétérosexualité, genre, qui est une structure sociale de ouf. Et moi, pareil, je pense qu'on a eu des sensations, enfin, moi, je l'ai senti, le poids de cette structure sociale toute ma vie et toute mon enfance et tout. Mais effectivement, le jour où je m'en suis rendu compte, enfin, où je l'ai conscientisé vraiment, je pense que c'était pareil à la fac, dans un cours d'histoire du genre, où j'étais allée, genre, j'étais là, waouh, mais genre, je me suis fait, enfin, on m'a trop dit de la merde toute ma vie, quoi, et genre, c'est un gros choc, c'est clair, et je pense que je me suis sentie hyper trahie, c'est sûr. Mais ouais, je pense que c'est hyper lié avec tout ce truc de l'hétérosexualité, genre, le patriarcat, tout ça. Ouais, où il y a vraiment eu une fabrication en fait de cette binarité homme-femme. Vraiment, on le voit en fait. J'ai écouté plusieurs émissions avec Mirena Al-Sharif, du coup, qui a participé à la traduction d'une brève histoire de la transmisogynie dont je vous parlais juste avant. Et ce qu'elle disait, c'est que en fait, l'Europe a colonisé en fait plein de territoires et a amené avec elle son capitalisme, le pillage des ressources, une religion, et a complètement effacé ce qui était déjà en place, et notamment en fait dans plein de cultures il n'y avait pas cette binarité de genre là, il y avait souvent des troisièmes genres qui étaient totalement acceptés, qui avaient un rôle très défini dans les sociétés, et qui ont été complètement opprimés et jusqu'au point d'être effacés en fait de l'histoire et même de ces sociétés-là aujourd'hui, quoi. Ouais. Enfin, 3e, 4e, 5e genre, ou même parfois le genre, ce que je trouve aussi intéressant, c'est justement ce que disait la capsule, ce que tu disais, le genre n'existe pas. Enfin, il y a des sociétés où le genre, quand les colons sont arrivés et se sont servis aussi du genre pour dire les races avec des grosses guillemets les plus évoluées sont celles qui pratiquent une binarité très marquée, femme-homme, et du coup pouvoir dire que les peuples colonisés n'étaient pas évolués et s'en servir comme ça comme un biais raciste pour coloniser plus facilement. Certains peuples, je saurais pas dire combien, mais n'avaient même pas conscience du genre. Le genre ne faisait pas partie de la définition de soi, quoi. Il y avait une multiplicité comme ça, et c'était libre dans la définition de soi. Et je trouve aussi, enfin, dans ce que tu dis, c'est le même truc que moi j'ai ressenti quand j'étais gosse et que je me faisais genre réprimander quand j'étais pas conforme à mon genre, tu vois. Et où tout le temps les adultes aussi, ils essaient de te faire rentrer dans ce truc et tu te fais réprimander. Et en ça, t'as des clés de compréhension de ce que c'est une construction sociale, sauf que t'es enfant, tu sais pas l'analyser. Et genre, je pense que ouais, ça m'aurait fait trop du bien que mes parents soient éduqués à ça, que moi aussi, et que genre on en parle à l'école, genre de ce que c'est tout ça, quoi. Mais du coup, c'est marrant parce que toi, tu dis que tu as eu un cours à la fac. Moi, j'étais en archi, donc je pense qu'on me parlait du genre, mais vraiment de manière assez vague. Et du coup, moi, ça m'a pris vachement de temps avant d'avoir formellement une sorte de révélation, genre, ah, vraiment, c'est bullshit, quoi. Et on m'a brûlé le crâne, quoi. Enfin, on m'a, en tout cas, très grandement orienté, quoi. Ouais, après, moi, j'étudiais pas ça, là, je m'étais juste incrusté dans un cours. T'as eu du flair, Ouais, c'est clair, dans le bon cours, au bon moment.
Mais ouais, moi, quand tu dis qu'on t'a bourré le crâne, moi, on en parlait il y a pas longtemps avec des amis ce week-end. Il y a des gender party reveal. Du coup, c'est comment dire, les célébrations en famille où les parents ne sont pas au courant du genre de leur enfant. Et en fait, ils vont en fonction de leur passion, que ce soit un ballon, des fois c'est en actionnant le démarreur d'une moto, ou en levant des haltères. Bref, c'est très varié. C'est vrai, j'ai pas vu Ouais, ça. j'avais vu que c'est un gâteau. C'est ouf, il y a le gâteau, et en fonction... Le ballon, j'ai vu la wig et tout, j'ai vu plein de trucs, franchement. Il y a plein de trucs. Et si du coup, si c'est un garçon, c'est bleu, si c'est une fille, c'est rose. Et t'es là, ok, d'accord, on est vraiment sur des bonnes bases très traditionnelles en termes de distinction des genres. Et avant même la naissance de l'enfant. Donc voilà, c'est dès le début. Et il y a une célébration autour de ça, donc ça véhicule et ça apporte aussi plein de rites, énormément, quoi. Oui, c'est clair. Et super introduction du coup pour... Tu voulais rebondir ? Non, vas-y. Ok. Super introduction pour la suite. Donc, dans la continuité de l'histoire de la transmisogynie, j'aimerais parler des représentations des femmes trans dans les médias ou dans les films. Et pour introduire ce sujet, on écoute Victoria Defraigne de la chaîne belge RTBF. Je m'appelle Victoria Defraigne, je suis auteur du livre Les transidentités expliquées à mes parents et à tous les autres. Les mauvaises représentations trans dans les films, les médias. Pour les femmes trans, il y avait un premier archétype qui était la femme trans prédatrice, qui se cache sous les couverts de la féminité pour être une prédatrice, quelqu'un dont tu voudrais se méfier, quelqu'un qui fait peur. Et l'autre mauvaise représentation, ça va être la femme trans pathétique, qui essaye d'être une femme mais qui n'y arrive jamais, qui est super complexée. Et toutes ces mauvaises représentations, déjà, de par ce qu'elles racontent, sont déjà vraiment très violentes. Et si on rajoute en fait une couche de violence par-dessus, c'est qu'elles étaient jouées par des hommes. Quand un homme joue le rôle d'une femme trans, ce que ça veut dire, c'est que les femmes trans n'existent pas et que en fait, ce sont toutes des hommes. C'est comme si notre identité était fausse en fait. Dans cette capsule, on entend Victoria Defraigne, militante et autrice du livre Les transidentités expliquées à mes parents, nous parler de deux figures caricaturales des femmes trans qu'on peut retrouver dans les livres ou dans les films et qui sont incarnées par des hommes et qui donc continuent de véhiculer le message que les femmes trans n'existent pas. Je me tourne vers vous. Est-ce que vous aimeriez réagir à la capsule ? En grandissant, quelle représentation des femmes trans vous avez eue ? Est-ce que vous en avez eu ? Est-ce que vous en aviez rencontré ? Trop peu, très très peu. Voilà. Et quand on en a, elles sont quand même désastreuses en général. Je pense au film Psychose. Voilà, c'est quand même... En fait, les représentations, parce qu'en fait, on dit femmes trans, travesties. Je pense qu'en fait, tout le spectre de la transféminité ou des personnes qui explorent la féminité ou qui quittent la masculinité, on va souvent les accuser et leur faire porter le fardeau de tous les travers de la masculinité dont les hommes que les hommes ne portent pas eux-mêmes, donc des trucs d'agressivité, de violence, etc. Voilà, donc il y avait assez peu de choix quand même. Souvent des meurtrières quand même. Le silence des agneaux aussi. Il y en a plein. Donc des personnes agressives et violentes, qui revient, après on en reparlera quotidiennement. En fait, c'est quand même quelque chose qui reste en filigrane comme un stéréotype sur les femmes trans. Voilà, assez peu de choses. Et puis à un moment donné, et ça m'a beaucoup aidé à prendre conscience et du coup à entamer une transition. Il y a un moment où il y a eu des petites percées comme ça avec Instagram, avec Euphoria, avec Disclosure par exemple, qui est un docu qui est très bien sur ce sujet, sur la représentation des femmes trans, la représentation aussi jouée par des hommes, qu'est-ce que ça transmet comme idée et qu'est-ce que ça crée comme violence aussi sur la confusion avec l'homophobie et voilà, pourquoi les femmes trans sont potentiellement victimes de violences. Mais ouais, avant ça, très très peu de choses en fait. Et quand on en a, c'est d'une telle violence et d'une telle monstruosité que c'est extrêmement rebutant. C'est ça le problème, c'est d'après venir vaincre
tous ces stéréotypes qu'on a en tête pour oser se percevoir comme tels. Oui, ouais, moi je suis super d'accord avec toi. Pas assez de représentation, c'est évident. Et quand il y en a, elles sont terribles. Moi aussi, j'ai vu le Silence des agneaux et ouah, ça m'a trauma. Et même après, en fait, moi je me souviens pas d'en avoir vu à la télé de mon enfance, même jusqu'à mes 18 ans, ouais, je me souviens pas de ça. Juste, je me souviens de un truc qu'a dit mon père à propos d'une meuf trans qui passe à la télé. Et genre, ça m'a trop marqué. Je crois que c'est un des plus vieux souvenirs de ma vie où il disait un truc genre « Ah ouais, mais ça, c'est les personnes les plus tristes du monde, tu vois. » Et ça, je l'ai trop gardé pour moi. Et je savais pas trop pourquoi à l'époque, mais... mais par contre, ce que je voulais dire, c'est... Et après, pendant l'adolescence, en commençant à me rapprocher un peu de cette représentation de la transféminité, j'ai essayé de regarder des films et genre, j'ai tombé sur Danish Girl, des films qui m'ont trop fait du mal et qui m'ont trop, je pense, ça a trop participé au fait que je reste dans le déni après pendant très longtemps parce que ça faisait juste trop peur. Et je pense les peu de représentations qui me faisaient du bien, c'est un peu des représentations qu'on volait comme ça de mecs qui faisaient, qui se travestissaient, mais qui se travestissaient super bien, tu vois, et où c'était trop bien pour être juste un truc, pour eux c'était des blagues, tu vois, genre Fatal Bazooka et tout, et en fait, moi ça me faisait trop un truc genre oh waouh, je trouve ça trop classe et tout. Comment d'un coup, tu vois, il arrive à performer un truc trop stylé. Et je me suis trop reconnu là-dedans, par exemple. Donc, ouais, voilà, je pense que... Ouais, on voit à quel point, en fait, ces représentations, elles marquent les imaginaires et encore plus celui, du coup, des femmes trans en devenir. J'écoutais là, du coup, Emmanuel Bobatti, le sociologue qu'on a entendu tout à l'heure, dans une émission, et donc lui, il a fait vraiment toute sa thèse autour de ça, et il disait que les femmes trans transitionnent en moyenne à 38 ans, par rapport aux hommes trans où c'est autour de 25 ans, et du coup, justement, il mettait en parallèle le fait que ces images, ces représentations qui sont faites des femmes trans, et ce que tu disais, sont d'une telle monstruosité qu'il y a un énorme rejet de la part des femmes trans de vouloir passer par ce processus de transition et de vivre pleinement qui elles sont, et donc qui vont aller dans des parcours hétérocentrés, en fait, d'injonction à l'hétérosexualité, vont se marier, vont avoir des enfants, et autour de la quarantaine, vont se rendre compte qu'en fait, elles ne peuvent plus vivre ce mensonge-là, et décident de transitionner, quoi. Et donc moi, vraiment, ça me touche hyper fort, je pense, de voir à quel point les impacts vont modeler toute la vie d'une personne, et qui va réprimer, en fait, ce besoin d'être elle-même. Ouais, moi j'ai la sensation aussi que c'est le genre dans la société occidentale paraît tellement intrinsèque à l'humanité. On a vraiment la sensation qu'on te donne ton genre en te donnant, c'est vraiment le marqueur, c'est l'un des marqueurs essentiels d'humanité. Et du coup, quand t'en bouges ou quand tu déconstruis ça, qui plus est pour sortir de la masculinité qui est hégémonique et pour aller vers une féminité qui est en plus décrite comme monstrueuse, voilà, c'est vraiment un décalage très dur à faire. En plus, quand t'as aucune représentation dans ton entourage, c'est quasiment certain, et à la télé encore moins, c'est un flou, quoi. C'est vraiment difficile de se projeter là-dedans. De retour sur Canal Sud 92.2 dans l'émission Parlons Culture, Parlons Queer. Ce matin, on parle de l'importance de créer et d'avoir des espaces par et pour les meufs trans. Pour en parler avec nous, Ouna et Jenna. Avant la pause musicale, on s'est penché sur l'histoire du genre en tant que construction sociale, à travers l'histoire coloniale, puis on a parlé des représentations des meufs trans à travers la culture.
Pour continuer cette deuxième partie, j'aimerais parler des impacts de cet héritage et des représentations à travers les discriminations et les stigmatisations que vivent les meufs trans au quotidien. Dans les médias, il y a de plus en plus de paroles transphobes, mais aussi de la part des politiques, et les femmes trans sont accusées de beaucoup de maux. Ces accusations, elles reposent sur de la transmisogynie, voulant transformer les victimes en bourreaux, comme le rappelle l'écrivain Talma Desta dans son livre « Désiré à tout prix ». Alors il est important de rappeler que les femmes trans restent un groupe marginalisé, surexposé aux violences sexuelles, médicales, de rue et administratives. Pour précision, la transmisogynie, c'est la combinaison de deux formes de discrimination qui sont la transphobie et la misogynie, qui sont une haine et ou un mépris spécifiquement dirigé envers les femmes trans, parce qu'elles sont à la fois trans et femmes. Et ces discriminations, elles ne s'arrêtent pas au regard ni au discours. En France, la transphobie, elle est aussi dans la loi. C'est-à-dire que pour changer la mention de sexe à l'état civil, il faut encore passer devant un tribunal, c'est-à-dire un juge, et prouver son identité. Alors que dans le même temps, on a simplifié des procédures comme le divorce et le changement de prénom. Et des pays comme l'Espagne ou l'Allemagne ont depuis longtemps adopté l'autodétermination et une simple déclaration administrative suffit. Sur la PMA, c'est pareil. Officiellement ouverte à toutes les femmes depuis 2021, mais en pratique, l'accès reste très compliqué pour les personnes trans. Environ 50% d'entre elles déclarent des difficultés par manque d'informations, de protocoles clairs ou à cause de refus médicaux liés à des biais institutionnels. Sans oublier le coût élevé des traitements et un personnel médical qui n'est pas toujours formé ni sensibilisé à ces parcours spécifiques. Pourtant, des options existent comme la préservation des gamètes avant la transition, don de sperme ou d'ovules, fécondation in vitro. Mais chaque parcours est unique. Et ce qui manque souvent, c'est un accompagnement adapté, empathique et inclusif, de la part du corps médical comme des institutions. Et en 2024, c'était une proposition de loi au Sénat qui cherche à interdire les traitements médicaux aux mineurs trans, comme les bloqueurs de puberté, hormones et opérations. On l'aura compris, les discriminations envers les personnes trans, elles ne sont pas que dans la rue ou dans les regards, elles sont inscrites dans le droit français. Et au-delà du droit, ces discriminations ont aussi des effets très concrets sur le corps, sur le quotidien et sur la façon dont on existe dans l'espace public. Pour introduire ma prochaine question, je vous propose d'écouter une capsule sonore extraite du podcast LSD nous parler de la notion du passing et de transphobie. Parler du passing, il faudrait redéfinir qu'est-ce que c'est la transphobie. Donc la transphobie, c'est le rejet et la haine envers toute personne travestie, transgenre, transsexuelle, ou supposée de l'être. Donc ça veut dire ton apparence fait penser que tu n'es pas crédible en tant que femme ou homme transgenre. Passing, donc, est un terme qui, au départ, signifiait le fait de passer pour blanc quand on est une personne racisée, et qui a été réapproprié par les trans, qui est d'ailleurs un terme qui est utilisé couramment par les trans. J'ai un bon passing, j'ai pas un bon passing. Là où la transphobie se cristallise le plus, c'est quand les personnes n'ont pas un passing parfait. Giovanna Rincon est militante, tel que la société impose aussi, et fondatrice de Accept ST. Aux hommes et femmes aujourd'hui dans une société où il faut être tellement belle, tellement bien habillée, tellement bien colorée, tellement bien, etc. Et là, tu peux imaginer tout ce que la personne subit. Pour une personne transgenre, le défi, c'est de devenir le moins repérable possible. De faire en sorte que la faille ne se voit pas du tout. Que là où il y aurait un doute, la personne, elle va faire tout le nécessaire pour que le doute ne se pose pas. C'est une angoisse permanente parce que est-ce que je la vois suffisamment crédible? Est-ce que ma morphologie est suffisamment crédible? Est-ce que je marche correctement? Est-ce que je réponds au pas? Tous ces questionnements autour du passing, c'est la folie pour les personnes. Dans cette capsule, Giovanna Rincon et Emmanuel Bobatti
nous parle de ce que ça fait concrètement d'être perçu comme trans dans l'espace public, le risque de violence que ça implique et ce que ça génère mentalement, une vigilance permanente et épuisante. Est-ce que vous aimeriez réagir à la capsule et est-ce que vous auriez en tête des exemples de stéréotypes discrimination qui vous ont marqué ou qui sont récurrents? Ouais, la performance du genre, quoi. C'est vraiment... ça s'apprend, quoi. Enfin, c'est vraiment un truc où... Ouais, je pense la performance du genre, mais aussi la performance de la féminité, parce que on performe la masculinité, c'est certain, mais la masculinité, du coup, était plutôt mise dans un truc d'image très sobre, qui peut accéder au pouvoir facilement. Enfin, il y a un truc sur les vêtements aussi, les couleurs des vêtements, les formes des vêtements. L'homme va être décrit et le plus possible montré comme capable d'exercer le pouvoir, voilà, pour le faire très vaguement. Et du coup, performer la féminité, c'est complètement autre chose. Et c'est vrai qu'on apprend, entre guillemets, et à nos dépens constamment, que voilà, faut rester extrêmement vigilante pour pas se faire agresser, quoi. Donc voilà, ça prend ça prend du temps et ça prend beaucoup d'agressions. Et beaucoup de séances de psy et de larmes. Mais oui, donc voilà, je sais pas, Jenna, si tu veux. Oui, bah il y a beaucoup de choses à dire, mais oui, je pense que tu as dit le principal. C'est vrai que c'est un taf en permanence, quoi, de devoir se présenter dans l'espace public. Enfin, tout de suite, t'es hyper visible. Moi qui habite en ruralité, d'autant plus, en fait. Genre, on nous voit direct. Tandis que, bah, par exemple... les mecs trans passent beaucoup plus inaperçus, tu vois. Et c'est trop fatigant. Ouais. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Bah non, si ce n'est que c'est vrai que y a un autre truc, c'est que les personnes cis et la société a un truc avec le fait de cloquer. Donc cloquer, repérer le fait que les personnes soient trans. Comme s'ils gagnaient un grand prix, voilà. On allait leur donner une médaille parce qu'ils avaient repéré quelque chose. Donc, et puis le genrage, quoi, le bonjour monsieur, le bonjour madame, enfin il y a une sorte d'importance qui est donnée à ça et qui est du coup hyper périlleuse pour nous parce que il y a plein de gens qui ne sont pas forcément mal intentionnés mais qui respectent des sortes de normes comme ça qui pour nous deviennent hyper brutales. Grave. Ouais, je suis trop d'accord et aussi, moi par exemple, je sais que je suis souvent la meuf trans enfin, tu vois, dans là où j'habite, où personne n'a jamais vu une meuf trans, et du coup, genre tout le monde, c'est pas, enfin, j'ai fait des échanges trop cringe avec les gens où, tu vois, ils ont des images de ce qu'on leur a dit à la télé et tout, et genre quand ils te voient en vrai, t'as un peu cette image fantasme un peu chimérique et genre ils savent pas trop comment t'aborder, ils ont plein de questions bizarres et s'ils te les posent bah ça fait bizarre, s'ils te les posent pas ça fait bizarre et genre je sais pas trop, enfin c'est hyper difficile de se placer dans tous les cas quoi. Ouais. Et pour les autres stéréotypes, il y en a, du coup il y en a pas mal, mais celui de l'agressivité, de la violence, c'est quand même extrêmement présent. Il y a autre chose, c'est qu'après, la féminité, c'est vraiment comme une carte qu'on donne et qu'on reprend quoi, dans la société assez facilement. Et c'est le cas pour les meufs cis aussi, c'est-à-dire, ben non, en fait, là, t'as trop de poils, là, t'es trop grande, là, t'es trop grosse, là, t'es trop... Enfin, voilà, toutes ces injonctions qui fait qu'on peut vous dire, ben non, en fait, là, t'es pas assez femme, t'es plus assez femme pour moi. Elles sont forcément, voilà, assez virulentes pour les meufs trans. Et ce truc de... Enfin, ça revient un peu à ce que je disais de nous faire porter le fardeau de la masculinité alors qu'on est des femmes, sur ces notions d'agressivité, de violence et aussi de force. Enfin, moi, j'ai quand même la sensation que souvent, dans des conflits, on le voit aussi avec les call-out qui existent publiquement ou non publiquement. Défendre une meuf trans, voilà, c'est pas forcément un truc qui vient tout de suite. Je pense parce qu'il y a il y a une perception de fait comme agresseuse et parce que on nous perçoit aussi comme forte et puissante, voilà. Alors que bon, on est minorisé et en général pas puissante et précaire. Donc voilà, ouais.
Et ouais, je trouve ça... en fait, ça me fait réaliser là... Enfin, non, je l'avais déjà réalisé avant, mais bon, bref. Le cheminement de ma pensée, c'est que vraiment, en fait, la féminité et la masculinité sont tellement ancrées comme modèles où on peut pas en sortir, qu'il y a vraiment cette injonction au passing, en fait, de devoir correspondre aux exigences de la binarité de genre. Et ben, si tu as tous ces codes-là, tu vas être une femme. Et s'il y a le moindre truc qui sort un petit peu des cases, tu vas perdre ta carte, comme tu dis. Enfin, je pense que cette image, elle fonctionne super bien. Et du coup, il y a, je pense, cette pression sociale que j'ai cru comprendre en écoutant pas mal de podcasts pour préparer cette émission, de devoir constamment être... pour les femmes trans, de devoir constamment se questionner, est-ce que j'ai un suffisamment bon passing? Est-ce que il faut que je fasse cette opération-là en plus? Et de constamment être en quête, en fait, du passing, du meilleur passing pour pouvoir éviter, en fait, le plus possible toutes ces questions dont tu parlais, Jenna, quoi. Ouais, ou même d'être agressée au plus, toi. Et justement, moi, tu t'évoquais ça, Jenna, de comment... c'est quoi votre réponse du coup quand vous les recevez Ouais, les trucs de stéréotypes, moi ça va être genre des compliments, genre ah t'es douce ou ah t'es jolie, gna gna gna, tu vois, des trucs qu'on attend d'une meuf trans en fait. Et moi, la plupart du temps, je dis juste merci et je me casse et je vais pleurer chez moi après quoi. Enfin, à moins que tu sois vraiment vénère, que je sois vraiment vénère et tout, c'est dur de réagir direct quoi. La plupart du temps, moi je dissocie un peu. Ouais, moi j'ai eu plein de phases, plein de tentatives de réponse. Pardon. Au début, la plupart du temps, je suis juste ultra choquée. Et donc, je dissocie, je rentre chez moi, je pleure. J'ai même fait une liste j'ai fait une liste de ce que je devais faire en cas d'agression, c'est-à-dire ne pas m'enfermer chez moi pendant des heures et pleurer. Pardon. Et donc voilà, contacter des amis, voir du monde, en fait, resociabiliser et aussi me rendre compte que, en fait, l'agression, c'est une fois. Bon, alors parfois c'est plus, ça dépend. Mais aussi se souvenir de toutes les fois où ça s'est bien passé. Enfin, vraiment essayer de comptabiliser. Moi, je sais qu'à un moment, je faisais un pourcentage. Et en faisant un pourcentage, je me disais, ah, quand même, allez, 98% du temps, ça se passe bien. Les 2%, on va essayer de passer à travers. Voilà. Donc, pour la méthode de réponse, ça. La thérapie. Et aussi... chercher la validation en soi-même, quoi. Enfin, le truc de la transition, et comme on le dit depuis tout à l'heure, c'est sans cesse chercher la validation dans le regard des autres, c'est-à-dire qu'on donne la carte de la féminité, on te donne la carte du passing, de la beauté, on donne toutes ces cartes ou non, et on cherche le madame, il y a ça aussi dans le regard des gens et dans leurs paroles, et il y a un truc de, c'est facile à dire, c'est très dur à faire, mais de chercher la validation en soi-même, quoi. Chercher la validation de sa beauté, chercher la validation de son amour-propre, de tout ça, quoi. Ne pas le chercher dans le regard, qui plus est des hommes. Ne pas le chercher le miroir, c'est dur à dire, mais il y a aussi ça, parce que, on parle de dyspho, il y a des conversations sur ce terme qui est discuté, mais le fait de se trouver moche dans le miroir ou pas assez femme ou pas assez... Il y a ça aussi, il y a sans cesse se regarder et sans cesse placer sa valeur dans le regard qu'on porte sur nous, quoi. Ça, c'est difficile et je pense qu'essayer de se définir par soi-même au maximum, c'est le mieux qu'on puisse faire, quoi. Ouais, c'est le mieux et en même temps... impossible, toute seule, impossible. Je trouve que le poids de, justement, c'est encore, on en revient aux structures sociales, quoi, qui en fait, malheureusement, moi, c'est pas mon regard qui me définit, tu vois, c'est comment la société va se comporter avec moi, et c'est jamais assez, c'est jamais bien, et parce qu'il y a le truc de la masculinité dont on a parlé, mais il y a aussi le truc de la hyper-féminité, où si on est hyper féminine, c'est pas ok non plus, tu vois. Et
cette injonction paradoxale, elle est impossible à atteindre et c'est juste le sort qu'on réserve dans notre société aux meufs trans. Et voilà, ça pue, c'est horrible, quoi. Bah justement, c'est une transition pour ce que je voulais amener. Donc, tu parles de cette hyperféminité qui est aussi critiquée. Donc ces violences et ces microagressions dont on parle, elles existent aussi dans des endroits qu'on pensait pourtant protégés, comme les milieux queer. Pour aller plus loin, je vous propose d'écouter une capsule sonore qui va nous parler de transmisogynie dans les milieux de la recherche queer. Ça peut paraître un peu étonnant de la part d'une personne universitaire assez reconnue dans les études queer, mais en fait, la plupart de ce qu'on appelle les études queer et les études de genre se sont construites autour en fait d'un rejet de la transféminité, d'une transmisogynie, où en fait la transféminité a toujours été perçue comme un truc un peu rétrograde qui va renforcer les normes de genre, etc. Et par exemple, on retrouve aussi des réflexions similaires dans des écrits de Bell Hooks. Enfin, ça peut paraître assez étonnant, mais c'est en fait le monde universitaire et le monde de la recherche et aussi même les plus queer, etc. est pétri de transmisogynie. Dans cette capsule, on entend encore une fois Mirena Al-Sharif, docteur en anthropologie, nous parler d'un rejet de la transféminité accusé de renforcer les normes de genre présentes dans le monde de la recherche, y compris dans les travaux de Judith Butler et Bell Hooks. On a souvent l'image que les milieux queer sont des endroits safe, mais ce n'est pas toujours le cas, notamment pour les femmes trans. Est-ce que vous aimeriez réagir à la capsule ? Est-ce que ça vous fait écho ? Enfin, du coup, oui. Oui, carrément. Voilà, moi je pense qu'il n'y a aucun espace safe qui existe. Genre, ça n'existe pas. Et la sécurité, c'est de droite, de base. Enfin, genre... J'adore. Yes. Quel est ton take ? Et ouais, les espaces queer, les milieux queer, c'est pas safe non plus. Et ouais, en fait, je pense qu'il y a aussi un truc où, dans les milieux queer, après moi, je suis pas hyper bien placée pour en parler parce que je n'ai pas non plus évolué de fou dans les milieux queer, mais en tout cas, là, de ce que je vois par chez moi, c'est aussi un truc où il n'y a pas beaucoup de mecs PD, il n'y a pas beaucoup de meufs trans de base. Et oui, totalement lié à la transmisogynie, où en fait on se sent pas à l'aise parce qu'on nous renvoie tout le temps à la masculinité. Si on fait un pas de travers, on a trop peur de se faire call out. Et ouais, dès qu'on s'énerve, dès qu'on a un truc à dire ou quoi, souvent on nous renvoie à ça, à ce côté, cette masculinité qui est un peu essentialisée d'ailleurs. Enfin, genre, voilà, moi je connais plutôt les milieux féministes et tout, où c'est aussi très présent ça, où il y a vraiment une misandrie de ouf. Et ouais, cette haine du mec, et nous, on a tendance à être envoyés à ça, et c'est horrible, quoi. Et du coup, je voudrais quand même dire que du coup, quand on se fait call out, ou quand on se fait renvoyer de ces milieux, en fait, c'est hyper grave les conséquences qu'il y a pour une meuf trans. Et genre, potentiellement, on la bute, en fait. Enfin, c'est vraiment grave, quoi. Donc, l'utilisation du call-out sur des gens pas puissants. Enfin, il y a une question aussi qui doit être faite là-dessus. Et trop intéressant ce que tu disais, Jenna. Et j'avais jamais réalisé aussi ce truc des mecs PD qui sont pas présents dans les milieux queer, parce que c'est vrai que moi j'ai jamais fréquenté autant de mecs gays que depuis que j'ai transitionné. Enfin, vraiment. Non, mais et du coup c'est assez vrai. Et moi il y avait quelque chose aussi du traitement. Enfin, pendant la transition, la transidentité est tellement présente, ultra présente dans nos vies. Et moi, j'avais aussi la sensation qu'on nous y renvoyait perpétuellement. Enfin, il y a ce truc de demander les pronoms, d'être hyper vigilant sur le genre tout le temps. Et en fait, parfois, dans le milieu 6-7, on a les cheveux longs, on n'a pas de barbe, hop, les gens vont pas se poser non plus 1000 questions. Dans le milieu queer, on sent, c'est quoi tes pronoms ? En fait, ça va être remis au centre de la table, et parfois, ça peut être aussi un peu épuisant à ce niveau-là. Voilà.